BFM Politique spéciale à une semaine du premier tour avec Mathieu Croissando de l'Obs, Alexis Lacroix de l'Express, Eric Brunner, MC BFM TV, Anaka Banal, JDD et BFM TV. Jean-Luc Mélenchon, nous en parlions il y a un instant, je voudrais que nous poursuivions. Il refait le truc de l'hologramme cette semaine, Jean-Luc Mélenchon. Il sera en meeting à Dijon, mais aussi donc simultanément à Nancy, Nantes, Clermont-Ferrand, Montpellier et à La Réunion. Ce sera mardi. Un Jean-Luc Mélenchon 2.0. Jusqu'où va-t-il aller, Mathieu Croissando, Jean-Luc Mélenchon? Je sais que vous adorez faire des prédictions. En termes d'hologramme, vous voulez dire? Cela dit, au-delà de l'anecdote de l'hologramme, ça montre que ce n'est pas un vieux communiste comme certains le décrivent ou le dépeignent. C'est quelqu'un qui a su bien conseiller. C'est celui des candidats qui a le plus d'abonnés. Voilà, très bien conseillé. Il a su prendre en main ce nouveau mode de communication, qui n'est pas le seul, mais qui est un mode de communication important, encore plus dans un moment où on est dans l'égalité stricte des temps de parole. Et l'hologramme, donc c'est autre chose. Ça lui donne un gage de modernité. Est-ce qu'il peut monter au-dessus, puisque c'est votre question, Jean-Baptiste? Est-ce qu'il peut se qualifier sur le papier? Oui. Si le niveau de qualification pour le second tour se joue autour de 20%, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas tel que le décrivent aujourd'hui les enquêtes d'opinion, et on verra si ça se traduit dans les urnes, mais tel que le décrivent les enquêtes d'opinion, oui, peut se qualifier pour le second tour. Mais vous vous souvenez quand même qu'à la fin de la primaire de la gauche, c'est-à-dire fin janvier, on disait, ça y est, Benoît Hamon, la spontanéité, la fraîcheur de Benoît Hamon va ringardiser Jean-Luc Mélenchon. Et c'est à ce moment-là que Mélenchon a dégainé son premier hologramme. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Mélenchon, c'est quand même un des plus âgés des candidats à cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, c'est celui qui s'amuse le plus avec le 2.0, avec les nouvelles technologies, qui veut montrer qu'en fait, il jette des ponts entre toutes les générations. C'est ça qu'il a réussi à faire. Mais c'est très paradoxal parce qu'il partait, si vous voulez, avec ce qu'on considérait tous être un handicap. Et aujourd'hui, eh bien, ça nous paraît évident qu'en fait, il fait la campagne la plus hologrammique de tous. Mais c'est intéressant quand même. Il a réussi ça. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est invité de BFM Politique et regardant une image de Benoît Hamon, dit avec un peu d'affection, un peu de malice, tiens, c'est mignon, on dirait moi il y a 20 ans. Alexis, oui, alors moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Il y a une dualité chez Mélenchon que j'avais pas perçue quand on était d'ailleurs ensemble avec Anna sur votre plateau, je crois le 5 février, quand il a lancé son hologramme. J'avais trouvé l'idée intéressante. Je me disais au fond, c'est la traduction. Comment dire, en image de sa philosophie universaliste, ubiquitaire. Je suis là, mais je suis aussi ailleurs. Je suis dans deux villes en même temps. Bon, très bien. Là, je vais vous dire aujourd'hui, je décroche. C'est-à-dire que ce multi-hologramme me paraît la preuve d'un hyper-narcissisme assez problématique. Mais vous l'avez pas découvert, Alexis, quand même. Je ne le découvre pas, mais l'hyper-narcissisme de Mélenchon devient, à mon avis, l'écran qui cache la forêt de son programme. C'est-à-dire que il est tellement dans la jouissance de soi que je crois. Mais lui dit pourtant l'inverse. Lui dit pourtant ne pas vouloir du pouvoir, n'être qu'un passeur. Vous savez bien que ce qu'un sujet dit n'est jamais tout à fait le réel de sa situation psychologique. Donc le fait que Est-ce que ça vaut pour vous aujourd'hui aussi ou pas? J'en sais rien. On s'interrogera après, si vous voulez. On va psychanalyser. Cher docteur Jean-Baptiste Boursier. Non, mais je crois, si vous voulez, que Mélenchon, c'est un homme qui est profondément dans une dualité. Alors si on veut employer des grands mots, on dira dans une forme de schizophrénie, n'allons pas jusque-là. Mais en tout cas, son hyper-narcissisme est contradictoire, est profondément contradictoire. Cette espèce de jouissance de soi dans la campagne, au point donc de faire un hologramme, si j'ai bien compris, multiple, est contradictoire avec la philosophie des Lumières dont il prétend se réclamer. Je sens qu'il y a un coin dans l'axe Lacroix-Brunet. Tant mieux. Qui repose sur l'exercice de la raison. Là, on est dans la déraison. Mais, moi, je me souviens quand même de beaucoup d'observateurs de la campagne américaine qui moquaient Trump dans son intention et sa volonté d'ubériser les journaux, les médias, et de dire maintenant je crée une relation directe entre vous qui êtes dans mes meetings et moi. Voilà. Oublions d'ailleurs les journalistes des grands journaux new-yorkais qui sont ici, et même pire, moquons-les. D'ailleurs, il les faisait siffler au début de ces meetings. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de la classe politique française est un peu, à quelques nuances près, dans la même logique. Et n'oublions pas, mais il n'y a pas que Fillon, parce qu'on adore dire que Fillon fait siffler les journalistes, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs dans ces meetings. Mais la réalité, c'est que dans l'idéologie, comment ? Il les fait pas applaudir. Il les fait pas applaudir. Mais je pense parce qu'à certains égards, il a pas tort. Mais aujourd'hui, tous ces candidats, les principaux en tout cas, ont un regard critique sur la façon dont nous, collectivement, nous informons les gens. Voilà. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Tous. Et dans le discours de Mélenchon,
Eh bien, c'est très simple. Ces hologrammes, c'est quoi? C'est je veux établir une relation directe avec vous. Malheureusement, je n'ai pas assez de moyens pour me déplacer un peu partout. Ça n'est pas techniquement possible. Pardon. Donc, je vais multiplier les hologrammes. C'est une façon pour moi d'être avec vous. Pardon, il le fait avec beaucoup d'humilité. Il est intelligent. Il dit, excusez-moi, c'est un procédé qui est ce qu'il est, mais qui me permet aujourd'hui de vous parler un peu partout en France. Donc ça, c'est très important. Ça procède quand même, entre guillemets, de cette idéologie-là. Attention, les moyens d'information classiques ne me conviennent pas. C'est la raison pour laquelle nous avons inventé ce Mélenchon sur hologramme. Je ne vais pas verser dans le corporatisme, Éric Brunet, mais l'avènement de Trump, c'est aussi l'avènement du fake news. Et en France, on a vu pas mal de candidats parfois déraper légèrement sur ces notions. Donc heureusement qu'il y a encore quelques journalistes pour vérifier les trucs. Mais je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Mathieu Croissando, je voudrais qu'on parle quand même de Marine Le Pen, s'il vous plaît, puisque vous parliez des gens qui font siffler les journalistes. Elle l'a fait. Elle est offensive ces derniers jours, offensive à tous les sens du terme, hein, dans les propos qu'elle emploie à l'endroit de ses adversaires et sur les thématiques qu'elle défend. Hein. Bon, elle n'a jamais été pas offensive, inoffensive, si j'ose dire. Elle l'est plus parce que cette fin de campagne ne marque pas nécessairement une très bonne campagne pour Marine Le Pen. Elle a été donnée très haut, très vite dans les sondages. Elle a fait campagne sur sa personnalité, sans vraiment alimenter le débat avec des propositions fortes. La seule était l'Europe, mais en tout cas, elle est assez gênée aux entournures sur cette question européenne parce qu'elle n'est pas capable de délivrer un discours clair. Et là, elle revient à ses fondamentaux. Si vous l'entendez, en gros, il y a eu un virage qui a été pris à Bastia il y a une quinzaine de jours, où on est immigration, immigration, immigration. Alors là, c'est le vieux canon Front National depuis des décennies. C'est celui qu'elle entonne. Elle cogne parce qu'elle s'est sentie aussi, elle voit qu'elle se tasse. Hein, elle est comme Emmanuel Macron. Elle subit ce mouvement de tassement des favoris qu'on observe, cela dit, quand on regarde les différentes élections, les différents scrutins présidentiels, on observe toujours une forme de tassement au moment où, dans les dernières semaines, de la part des favoris. Mais donc voilà, elle revient à ses fondamentaux, qui la structurent, qui font son identité, qu'on avait un peu perdu, parce qu'au fond, elle s'est un peu banalisée au cours des débats. Elle s'est banalisée sur un de ses créneaux qui était le souverainisme, puisqu'il y a plusieurs candidats souverainistes avec des options différentes, mais il y en a plusieurs. Elle s'est un peu banalisée sur la question européenne, donc qui est liée. Elle s'est banalisée sur la sécurité. Donc voilà, là, elle entonne, à mes yeux en tout cas, son vieux refrain. Ce qui était étonnant, c'est qu'on aurait a priori pu penser que Marine Le Pen aurait conduit la campagne que conduit Mélenchon, par exemple, Alexis Lacroix, pour poursuivre dans l'aspect de dédiabolisation. Vous avez entièrement raison. Si elle avait suivi la feuille de route tracée par elle en complicité avec Philippot depuis plusieurs années, elle aurait essayé de trianguler, comme on dit chez les sondeurs et les politologues, une partie de la colère de la gauche anticapitaliste. Mais je crois que Mathieu a raison, il y a une sorte d'incohérence idéologique qui éclate au grand jour, et aujourd'hui, peut-être à la faveur justement de ce tassement, elle est en train de revenir à un élément fondamental, à des fondamentaux de l'extrême droite. Or, l'extrême droite, c'est quoi dans l'histoire politique française ? C'est le vœu de dépasser la frontière droite-gauche, mais pas comme Macron, de la dépasser dans le rejet violent, calomniateur des élites. C'est ça qui la caractérise très profondément. Or, comme la ligne Philippot, pour l'instant, est un peu mise en veilleuse, on va se retrouver avec, au fond, le phénomène national-populiste classique, ce que les historiens comme Zef Sternel appellent la droite révolutionnaire, une droite qui dit aux élites « Dégagez, foutez le camp, je ne veux plus vous voir ». Et l'intelligence politique de Mélenchon, ce serait d'éviter, à son tour, de verser dans le même complotisme anti-élite. Ça, c'est fascinant. Nous avons 4 principaux candidats qui sont sortis de leur rail naturel. Marine Le Pen qui fait de l'ouvriérisme, ce qui n'est pas la tradition de l'extrême droite française. C'est probablement lié au fait que quand elle a eu 20 ans, elle n'a plus aimé son père. Enfin, voilà, la rébellion de la post-adolescente. Elle a un peu changé de logiciel. Bon, elle est sur un registre qui était celui de l'ultra. La droite classique qui va récupérer l'électorat catholique, qui était plutôt dédié à cette autre droite que je viens d'évoquer. Donc les cathos qui se retrouvent chez Fillon. Seconde, je dirais pas que c'est une incongruité, mais enfin, c'est un registre un peu différent de la droite à bien. Et Macron, le transgressif, le social-démocrate, celui qui devait tout changer, qui est assez nuancé, assez modéré, parce qu'il a compris que le libéralisme, ça fonctionnait pas tellement en France. Et Mélenchon qui sort les drapeaux bleu, blanc, rouge et qui arrête de faire chanter l'Internationale dans ses meetings. Donc on a 4 candidats qui sont sortis en quelque sorte de leur rail traditionnel. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. 2 rendez-vous, le premier dans un instant pour la suite de BFM Politique Spéciale à 1 semaine du premier tour, le deuxième à 19h. Hein. Un spécial Brunet-Neumann, 1 heure. Oh là, ça c'est pour les aficionados. Consécration. Oui, ce sera un peu votre moment ce soir à 19h. À tout à l'heure, merci à tous d'avoir été avec nous. Restez avec nous.